monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur Huguin Kaya Mikala. Il est le secrétaire chargé à la jeunesse et l'éducation civique de l'association Le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens, pourquoi cette appellation? Merci. Je vais d'abord vous remercier pour ce plateau. C'est toujours un plaisir de participer à un plateau aussi intellectuel que le vôtre. En effet, je suis le secrétaire à la jeunesse et à l'éducation civique de l'association Le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens. Avant que je verse ici dans les prérogatives, je veux, si vous me permettez, présenter vite fait l'association Le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens. Alors, déjà, il faut retenir que c'est une association qui se fonde ici sur les valeurs de paix, de développement et aussi de progrès social. Je dirais même d'aspiration au vivre ensemble. Et pour la petite histoire, cette association, au départ, était un simple cercle de réflexion visant à stimuler ou à éveiller les consciences africaines. Et après, avec la sortie ou la publication de cet ouvrage, Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, du docteur Michel Innocent Peya, nous avons essayé de discuter autour de cette problématique. C'est ainsi que, adhérant à cette vision, nous avons voulu nous conformer à la juridiction nationale, donc en devenant ici association, d'après la loi du 1er juillet 1901. Partager les mêmes idées que l'auteur du livre Entre le bon sens et l'alternance absolue, donc qui prône la démocratie à l'africaine, la concertation et le dialogue. Quel regard portez-vous sur le concept démocratie à l'africaine? Bon, déjà, il faut souligner que Entre le bon sens et l'alternance absolue était le second ouvrage de l'auteur. Et c'est vrai que l'association n'est pas centrée que sur la personne du docteur Michel Innocent Peya, il faut retenir. Mais c'est vrai que le troisième ouvrage du docteur Michel Innocent Peya, qui est La démocratie à l'africaine au Sambe Okinzunzi, c'est une philosophie que nous avons eu à débattre d'abord au sein de l'association et nous avons compris que l'auteur se plaçait ici dans une logique que je pense très réfléchie. Qu'est-ce que j'entends par démocratie à l'africaine? Je ne vais pas repartir dans le débat sur l'origine même de la démocratie, mais on peut se permettre de faire ce petit rappel historique sur les origines de la démocratie. Le premier à parler de démocratie, malheureusement on pense que c'est Démocrite, non, c'est Solon, en 650 avant Jésus-Christ. Et il vient connaître où il a pris les premiers, je dirais les premières tendances démocratiques en Égypte, notamment chez les pharaons. Et je pense à cette époque-là, il devait avoir un thème ou un débat sur le droit de grève des ouvriers. Et c'est là que Solon commence ici à voir, je dirais, les premiers jalons démocratiques. Alors, si nous parlons de démocratie à l'africaine, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la concertation, le consensus, le dialogue, comme vous venez de le dire, sont les seuls actes, sont les héritages que nos ancêtres nous ont laissés. Vous savez, permettez-moi de vous le dire, que dans nos villages, je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les mbongi ou encore les kanza. D'accord, on va y revenir. Votre association a été créée en 2013. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées au sein de votre association? Créée le 13 février 2013, nous sommes concentrés sur des actions caritatives, mais aussi des actions de conscientisation. Alors, je ne vais pas étaler ici toutes nos actions, mais je vais essayer d'esquisser un léger programme en disant déjà qu'en 2013, nous avons lancé une campagne de sensibilisation et de conscientisation des jeunes contre les anathèmes et les velléités de la délinquance lors de la période préélectorale. Nous avons organisé sur le plan caritatif des dons dans des orphelinats. Nous avons aussi, si on peut le considérer comme action, accompagné lors des grandes conférences et des grands débats le docteur Michel Innocent Peya, pas parce que c'est le docteur Michel Innocent Peya, parce que sa philosophie, sa vision, comme je l'ai dit, est une logique réfléchie avec laquelle nous convergeons. Nous avons
lors des festivités de Sibiti, Madingu, nous avons été fortement représentés lors du défilé national. Nous avons conscientisé les jeunes de Madingu, de Sibiti, nous avons échangé avec eux. Nous avons même organisé des actions de dons aux réfugiés, aux sinistrés de Kinkala, après tout ce que nous regrettons, tous ces actes qui sont passés dans ce département-là. Donc nous sommes toujours, comme on dit, proches de la population, mais nous essayons ici de conscientiser. L'acte fondamental chez nous, c'est la conscientisation, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le dialogue. Vous avez été très actif aussi lors du débat sur le oui ou non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Vous avez été très actif aussi lors des présidentielles. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une association affiliée au pouvoir ? Je vois mal qu'il y ait une association, qu'on dise qu'on est association affiliée au pouvoir ou pas. Il faut repartir sur les bases. C'est pour cela qu'au début, je voulais bien... Nous sommes une association qui prône ici le dialogue et la concertation. Et sur le oui et le non, il faut se reposer la question. Le oui, pourquoi? Pour un référendum. Et qu'est-ce qu'un référendum? C'est une consultation populaire. C'est comme on dit, parole et pouvoir au peuple. Toute démarche qui prône ici à laisser le peuple s'exprimer, je pense que c'est une démarche logique. C'est là même le b.a.-ba de la liberté d'expression, le b.a.-ba de la démocratie à l'africaine. Laisser le peuple s'exprimer. Il y a un dicton qui dit « Vox populus, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comment aujourd'hui dire non à un référendum? Comment dire non à une consultation populaire? Comment dire non au seul instant où le peuple peut participer à la gestion à venir de son pays? Nous avons dit oui au référendum. Et vous avez soutenu la candidature du chef de l'État? Au sein de l'association, il y a quelque part, parce que la démocratie, c'est accepter aussi les libertés de pensée, les libertés de vision. Nous avons accompagné le président de la République, nous avons soutenu les actes du président de la République, nous avons soutenu pas seulement le président de la République, mais cette nouvelle constitution qui donnait ici qui pose ici, je dirais même, les jalons d'une démocratie participative qui donne aujourd'hui l'opportunité à tout le monde de s'imprégner ou d'être présent dans la gestion de la chose publique. Vous avez soutenu la venue de la nouvelle République. Quel regard portez-vous sur le contexte actuel? Le contexte actuel, il faut définir le contexte social, le contexte politique. Le contexte social. Éventuellement, le contexte social, nous restons dans cette lancée de toujours conscientiser, de toujours rassembler les Congolais. C'est vrai qu'après, on a remarqué qu'en Afrique, juste après une élection, il y a toujours des divergences idéologiques. C'est là même les fondamentaux de la démocratie. Mais après, il faut arriver à développer une politique du vivre ensemble. La politique du vivre ensemble, donc c'est la cohésion nationale. Appeler les filles et les fils du pays à être ensemble pour développer notre pays. Et nous n'allons pas cesser de mener des actions. Le COBES a commencé avant la campagne et nous n'allons pas mourir après la campagne. Donc nous continuons dans ce contexte politique, ce contexte sociopolitique, à conscientiser, à éduquer, à être présent, à développer des moyens ici pour rassembler les Congolais. C'est quoi le concept démocratie à l'africaine? Voilà, maintenant qu'on y est, qu'est-ce que nous entendons par démocratie à l'africaine? C'est très simple. Démocratie à l'africaine, ici pour nous, c'est d'abord la promotion de la culture africaine. Et il est aujourd'hui, c'est un peu très écœurant de voir qu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de démocratie à l'africaine. Il n'y a qu'une démocratie occidentale. Et le débat sur... Il n'y a qu'une démocratie universelle. Non, une démocratie occidentale qui est universelle. Parce que c'est vrai par définition, par principe, la démocratie, elle est universelle. Mais par son mode opératoire, elle intègre ou elle converge ou elle prend la couleur du contexte et de la réalité. Je prends un exemple qui est très simple, et forcément nous allons tomber en politique, telle que la démocratie est faite en Angleterre, au Royaume-Uni donc, cette démocratie ne peut pas être plaquée en République du Congo ou plaquée en France. La démocratie à l'africaine, c'est aujourd'hui rappeler que la culture africaine, les acquis africains sont le dialogue, c'est la concertation, c'est le consensus. C'est ça même les fondamentaux, comme j'ai dit, de la démocratie à l'africaine. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes les personnes qui pensent qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de la démocratie à l'africaine parce que la démocratie est universelle? Mais c'est comme je dis,
aujourd'hui, on peut prendre un exemple très simple. La démocratie occidentale, comme on le dit, est-ce que cette démocratie a créé des moyens, a créé une thérapie pour régler l'instabilité ou les déséquilibres sociopolitiques aujourd'hui en Afrique? Je vais prendre un exemple très simple. Prenons le cas de la Libye. C'est une parenthèse que je vais ouvrir et que je vais fermer. Au nom de la démocratie, qui devrait prôner l'alternance politique, on a créé l'instabilité sociopolitique en Libye. Mais au nom de cette même démocratie, est-ce qu'on a trouvé des solutions pour rétablir la paix en Libye? Non. La démocratie à l'occidental ou occidentale a démontré ici ses limites. Et qu'est-ce qu'il fallait prendre aujourd'hui comme, je dirais, démarche curative? Il fallait repartir vers les acquis de l'Afrique. Et c'est quoi les acquis de l'Afrique? Appeler les factions rivales à l'échange, à la discussion, au dialogue. Et aujourd'hui, j'entendrais mal qu'on dise que le dialogue ne soit pas un moyen de pérennisation de la paix. Il faut se poser la question. Il y a un grand homme qui disait, l'important n'est pas de trouver des solutions, mais de se poser les bonnes questions. L'alternance est-elle une garantie de la stabilité politique en Afrique? Peut-être, peut-être pas. Le plus important, c'est de développer des moyens africains aux problèmes africains. Et les moyens africains, c'est le dialogue. Est-ce que cela veut dire que les Africains sont incompatibles à la démocratie universelle? Non. Non, parce que... Pourquoi créer des moyens africains pour les Africains? On a écouté cette même phrase aussi après les indépendances où il y avait certains Africains qui disaient on a acquis l'indépendance mais on va faire à notre façon. Et on a vu qu'aujourd'hui en Afrique il y a toujours cette instabilité et il y a eu cette immaturité politique où on a connu une saison des coups d'État. Très bien. Aujourd'hui c'est la même phrase qui revient avec la démocratie à l'africaine. Vous soulignez un point très important. La maturité. Et la démocratie à l'africaine prône ici la maturité du peuple. Pour qu'aujourd'hui nous puissions réussir nos alternances, il faut qu'on arrive à une maturité politique. Et cette maturité politique doit s'expliquer, pas seulement pour celui qui perd, mais aussi pour celui qui gagne, et aussi pour le peuple. Parce que malheureusement, il est démontré aujourd'hui que nous avons toujours cette tendance d'un esprit revanchard. Quitte là pour que je remplace et pour que j'instaure une chasse aux sorcières. Et l'important dans la gestion de l'État, c'est la pérennisation de la paix qui est gage de développement économique. Aujourd'hui, les États africains, le peuple africain doit faire preuve de maturité. Je vais prendre un exemple très simple, terre à terre. Si je suis président de la République, je fais 10 ans, j'ai participé au développement de mon pays, j'ai participé au développement et au progrès social. Et après une élection, avant même d'organiser une élection, on me promet tous les châtiments du monde. La prison, pour certains même la pendaison, pour certains même l'éradication même de ma famille. S'il vous plaît, en 10 ans, j'ai gagné des âmes. En 10 ans, j'ai gagné une confiance de mon peuple. Pensez-vous que je vais sortir par la porte comme ça? C'est là le malheur chez nous. Donc si nous comprenons bien, la démocratie à l'africaine prend l'alternance, mais tout en réfléchissant sur comment protéger les anciens présidents. C'est ça la démocratie à l'africaine. La démocratie à l'africaine... Donc vous n'êtes pas contre l'alternance? Non, la démocratie à l'africaine pose des bases de la protection des anciens présidents, ce qui est très important, et c'est même dit dans l'ouvrage du Dr Michel Innocent Péa, dans la page, je crois, 388, il faut créer des conditions de protection des anciens chefs d'État. Il faut créer aussi une formation, il faut arriver aujourd'hui à faire comprendre au peuple que le plus important, c'est la pérennisation de la paix. Monseigneur Ernest Kombo disait une chose, réclamer l'alternance c'est bien, mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'un jour l'Afrique place un démon au sommet de l'État. Je ne dis pas ici qu'il faut féliciter la pérennisation des acteurs politiques ou des dirigeants politiques africains au pouvoir, mais il faut s'intéresser sur la protection de la patrie, la protection du patrimoine national. Comment pouvons-nous protéger le patrimoine, notre patrimoine national? Si nous pouvons mettre en place ici ces instances de dialogue. Et je vais ouvrir encore une parenthèse. Aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, on a des dispositions qui créent un conseil consultatif du dialogue. On a des dispositions qui créent un conseil consultatif de la jeunesse. On a des dispositions qui créent un conseil consultatif des notabilités et du pouvoir traditionnel, ce qui n'existait pas. Nous avons hier eu une constitution qui ne donnait pas part belle
à la jeunesse, jeunesse qui est l'avenir du pays. Nous avons eu une constitution qui ne prenait pas en charge la participation de tous à la gestion de la chose publique. Et c'est toujours dans cette optique qu'il faut rajouter, et nous devons faire ce devoir de mémoire-là, de se rappeler que le docteur Michel Innocent Peya est parmi les piliers, ou je dirais encore, parmi même les initiateurs qui ont eu à tenir lors des grandes conférences. Je me souviens encore de la conférence de la Sorbonne en France, à Paris, où le docteur s'est fait presque menacé, parce que là, il défendait des valeurs de paix. Il défendait l'avènement d'une nouvelle république qui aurait pour épicentre ou encore pour jalon la culture du dialogue, de la paix et de la participation de tout le monde à la gestion de la chose publique. L'épicentre même des discordes dans nos pays africains, lorsque c'est un seul groupe qui ne donne pas aujourd'hui l'opportunité à tout le monde d'être présent dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, on a dans ce gouvernement, dans ce personnel politique, dans l'exécutif gouvernemental, des jeunes, des femmes, des personnes âgées et même, il y a même des dispositions sur des personnes vivant avec handicap. Donc on a pris tout le monde, on a rassemblé tout le monde pour une gestion commune et mutuelle. Et je pense que c'est là même le b.a.-ba de la stabilité sociopolitique. Est-ce que la démocratie à l'africaine, le fait de faire de la géopolitique ne prime pas sur l'expérience? Non, c'est pas de la géopolitique. Vous venez d'en parler, le fait de prendre tout le monde, d'appeler. C'est quoi tout le monde? La géopolitique ne veut pas dire, quand on parle de géopolitique, c'est de prendre selon les départements. Non, nous prenons selon les couches. Jeunes, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, il est congolais. Femmes, qu'elles soient du nord, qu'elles soient du sud, elle est congolaise. Notabilité, sage, qu'ils soient du nord, du sud, ils sont congolais. Non, on ne gère pas un pays comme on dit, comme un gâteau. On donne les parts à chacun selon son département. Non, on met la compétence, on met l'expérience, mais on joue avec toutes les couches. Donc, les sages, les jeunes, les vieux, mais même les personnes vivant avec handicap. Parlant de la jeunesse, puisque vous êtes chargé à la jeunesse et l'éducation civique au sein de votre association, quel regard portez-vous sur la jeunesse congolaise qui représente 70% de la population? Ah oui, déjà, en tant que jeune, je pense qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une conscientisation de la jeunesse et à une participation ou encore un désir de participation des jeunes à la gestion de la chose publique, ce qui est très bien. Et aujourd'hui, il faut rappeler que la jeunesse joue un rôle très important du fait de leur compétence dans l'innovation. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que comme tout mouvement, je dirais comme toute la jeunesse a aussi malheureusement des petits soucis avec le phénomène bébé noir, comme on le dit, cette délinquance, je dirais même ce parasite qui est en train de petit à petit égrener la conscience juvénile. Mais le regard que je porte sur la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui veut se donner les moyens pour participer au progrès social. Qu'est-ce que votre association fait pour travailler concrètement avec des jeunes? Ah oui, et ça c'est très important. Notre association, depuis 2013, je dis bien depuis 2013, nous avons commencé à lancer des actions de conscientisation. Après des actions de conscientisation, nous avons rappelé un fait. Nous avons lancé le programme Un jeune, un métier. C'est vrai que nous ne sommes pas partis dans les métiers, mais nous avons appelé les jeunes, stimulé les jeunes dans les métiers agricoles, parce qu'aujourd'hui on a compris qu'il y a un complexe avec le phénomène qu'on appelle la profession des cols blancs. Tous les jeunes veulent être administrateurs, veulent être directeurs d'entreprise, c'est très bien, mais on veut former les jeunes aussi, on veut apprendre aux jeunes aussi à se prendre en charge via des petits projets porteurs, des projets économiques, des projets agricoles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui, nous le COBES, se substituer à l'État, à travailler ou dire à voler la vedette à l'État, mais nous accompagnons l'État avec nos moyens, parce que nous sommes une association. Nous vivons de dons, de legs et de cotisations statutaires. Donc nous avons eu à monter beaucoup de projets. D'ici peu, nous allons lancer encore un programme dont je tais, s'il vous plaît, le concept, pour le droit à la propriété intellectuelle, je pense. Mais nous allons lancer un programme de rassemblement de jeunes, d'échange avec les jeunes pour lutter contre ce phénomène bébé noir. Vous êtes dans tous les départements du Congo. Est-ce que vous n'instrumentalisez pas les jeunes pour des raisons politiques? Ah non, nous n'instrumentalisons pas la jeunesse, bien au contraire.
c'est pas parce qu'on est très bien représenté sur le plan national et que nous accusons d'une forte popularité juvénile que nous allons là instrumentaliser les jeunes. Bien au contraire, je l'ai dit au début que nous sommes dans l'action de la conscientisation et même juste avant les élections, juste avant même le référendum, nous avons fait des déclarations un peu partout dans le pays, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Makwa, au Wando et à Sibiti, appelant les jeunes à mieux se comporter, à respecter le verdict des urnes, à ne pas verser dans la délinquance, dans ses velléités, dans la destruction des biens publics. Non, bien au contraire, nous sommes sur la conscientisation. C'est de rappeler aux Congolais, rappeler aux jeunes Congolais qu'il est un maillon important pour le développement de son pays. C'est vrai que votre analyse, elle est logique. Il existe des associations qui instrumentalisent, mais je ne vais pas non plus verser dans la polémique. Je suis ici pour parler du COBES, l'association où je suis le secrétaire à la jeunesse. Votre logo, les bras imbriqués, un balai et un livre, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, c'est très significatif. Notre logo, le logo du Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens, si le caméraman peut faire un petit zoom, il y a une symbolique des bras imbriqués qui signifie l'union et le vivre ensemble. Et juste au milieu, vous allez remarquer qu'il y a un balai. Permettez-moi de parler encore de démocratie à l'africaine. Le balai qui symbolise ici la sagesse africaine. Et au centre, enfin, nous avons un livre ouvert qui symbolise la connaissance. Et tout cela dans une carte d'Afrique, parce que nous faisons la promotion du panafricanisme aussi. Et il y a un point qu'il faut noter qui est très important, c'est la couleur. Pourquoi le jaune? Le jaune qui philosophiquement démontre la lumière qui éclaire les idées nouvelles. D'accord. Et ce logo, s'il vous plaît, est une propriété intellectuelle, propriété personnelle du Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens. Et je vais insister, permettez-moi de passer cette annonce-là, je vais insister sur ce fait, parce que malheureusement, il y a certaines associations qui, je ne sais pour quelle raison, se permettent d'utiliser les mêmes écharpes, parfois le même logo, la même couleur et tenir des grandes conférences publiques médiatisées. Et je ne sais pas pourquoi, dans quel but, dans quel sens, mais nous rappelons que cette écharpe, ce logo, est protégé là par un acte notarié par le notaire et le conseiller juridique de notre association. On voit que la démocratie, en tout cas ce que vous appelez la démocratie occidentale, a réussi dans certaines régions de l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où le Sénégal, le Ghana ou le Nigeria sont devenus aujourd'hui des modèles. Est-ce que la démocratie à l'africaine ne va pas faire reculer l'Afrique encore? Je ne pense pas, bien au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes les filles et les fils d'une génération, excusez-moi, je mets entre guillemets, d'une génération bâtard. Les gens vont crier bâtard. Que veut dire bâtard dans ce sens? Bâtard dans le sens où on n'est pas traditionnel, on n'est pas si traditionnel que ça, mais on n'est pas si moderne que cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque part un certain métissage dans notre façon de vivre. Et dire que la démocratie va faire reculer, c'est ça le mot que vous avez utilisé? La démocratie à l'africaine. Je ne pense pas. Bien au contraire, la démocratie à l'africaine va consolider ici les bases d'un développement chez les Africains. Je vais prendre un exemple, l'exemple de la tradition asiatique. L'Asiatique est resté traditionnel dans son comportement, c'est vrai, mais avec un pas dans la modernité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous oublions nos bases, si nous oublions nos valeurs africaines, si nous oublions notre façon de gérer les conflits, qui sommes-nous? Quel est ce peuple qui oublie ses origines? Quel est cet homme qui n'a plus de nature? Et il faut prendre un exemple très simple aujourd'hui. Je ne vais pas verser dans la religion, mais toujours dans l'ouvrage du docteur Michel Innocent-Père. Il parle de l'aliénation du peuple africain. Aujourd'hui, c'est plus simple. Quand vous dites à une femme qui vient d'avoir un enfant, il faut donner un prénom à cette fille-là. Si on dit, la fille s'appellera soit Love, ou encore Luzolo, ou bien Bolingo, la fille dira, non, ma fille doit s'appeler seulement Love. On a toujours cette influence de l'Occident sur nous. On pense que toujours ce qui vient de l'Occident est bon. C'est vrai qu'il faut imiter le développement, la modernisation. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, on va balayer d'un revers de la main le développement ou la modernisation occidentale. Mais nous voulons cultiver aujourd'hui
nos bases, nous devons cultiver nos valeurs. Et à quel moment... Est-ce que ces valeurs ne se sont pas déjà perdues? Parce que aujourd'hui, par exemple au Congo, c'est difficile de voir des conservateurs. Vous-même vous venez parler de la démocratie à l'africaine, excusez-moi, mais vous n'avez pas une tenue africaine. Ah, j'allais arriver là. Vous êtes habillé comme un Européen. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout perdu? Vous avez raison. Nous sommes en train de perdre cette culture-là. C'est pour ça que le COBES, c'est pour cela que lorsqu'on parle d'éveil de la conscience africaine, c'est de réveiller cela. Et cela s'établit dans quel point? C'est dans la résolution des conflits. Je peux être habillé en high-tech. Mais comment les Africains règlent leurs problèmes? Nous nous asseyons pour discuter, pour trouver le compromis. C'est là le point important que je vais souligner. C'est la recherche du compromis. Ce n'est pas la parure extérieure. Je ne vais pas faire marche arrière au développement. J'utilise un smartphone. Mais lorsque j'ai des problèmes, lorsque nous avons des problèmes politiques, lorsque nous avons des problèmes sociaux, lorsque nous avons des problèmes culturels, nous devons apprendre à nous asseoir et à discuter. Chez les Européens, les ancêtres des Français, donc les Gaulois, les Vikings et les Germains, chez eux à l'époque, ils faisaient la guerre et ils dialoguaient après. Mais chez nous les Africains, nous dialoguons d'abord pour trouver des solutions afin d'éviter la guerre. Donc c'est très simple, c'est là cette culture-là. Mais la démocratie, c'est aussi le compromis. Je dis tout simplement, la recherche du compromis s'inscrit dans la vision de la résolution et la prévention des conflits. Mais posons une question très simple. Ce qui n'est pas contradictoire à la démocratie universelle. Oh que si. Mais je prends un exemple très simple. Allons en Libye. Kadhafi dégage. Très simple. Vous n'allez pas revenir sur la Libye, parce que moi je peux vous dire aussi en Tunisie ça a marché. Et je peux aller en Gambie. Et le fait de tuer Kadhafi, ce n'est pas la démocratie qui a tué Kadhafi. Oh, mais on se le dise aussi. On doit se comprendre. C'est la bêtise humaine, ce sont les gens qui ont pris une décision devant l'Union africaine qui n'a pas réagi à l'époque. Je pense que l'invité c'est moi. Dans ce sens, c'est quoi? Je veux comprendre une chose. Quand je parle de... C'est vous. C'est de vous à moi. Bon, oui, de vous à moi. Je ne peux pas vous laisser dire certaines voilà. choses aussi. Et je peux, en qualité d'invité, répondre sur cette question qui est très importante. Je disais ceci. Je parle de résolution et prévention des conflits. Je ne dis en aucun cas je ne dis pas, et je soutiens même, que la démocratie africaine a montré aujourd'hui l'efficacité dans la résolution des conflits, dans l'instauration du dialogue. Et vous me dites que la démocratie occidentale prône aussi des valeurs de paix. C'est vrai. Oui. Je ne suis pas contre ce point-là. Mais le problème... Je ne dirais pas. Ah bon. Mais le problème, c'est qu'au prix, je dis bien, au prix de la démocratie occidentale, où il faut une alternance absolue, ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque la sûreté de l'État, lorsque la stabilité sociopolitique est menacée, c'est là où on fait preuve de bon sens. Le bon sens, on n'impose pas un bon sens. C'est lorsqu'on peut s'asseoir, on peut dire non. Sur le référendum, on pouvait dire non. La majorité pouvait voter non au référendum. Mais si la volonté populaire s'est manifestée par le oui au référendum, le oui pour partir à un dialogue, c'est ça le plus important. Et je vais prendre un exemple très simple pour ne pas parler de la Libye. Apparemment, je deviens un peu afro-sceptique en parlant de Kadhafi. Je vais parler de la Gambie. Le cas gambien est inacceptable, mais explicable. Dans quel sens? Allons pas à pas. Yaya Jammeh reconnaît qu'il a perdu ses élections. Il a reconnu. Adama Barrow, le président Adama Barrow, avant qu'on donne les résultats définitifs, bon, les sondages donnaient déjà Adama Barrow gagnant, Adama Barrow exprimait déjà les couleurs d'emmener Yaya Jammeh, à traîner Yaya Jammeh devant des tribunaux, à développer ici une chasse aux sorcières. Et malheureusement, qui paie le lourd tribut, c'est le peuple. On commence déjà... Est-ce que c'était une raison pour Yaya Jammeh de prendre toute une population en otage? Je n'utiliserai pas pas le mot intérêt personnel. Je condamne évidemment cette démarche. Je l'ai dit, c'est inacceptable, mais c'est explicable. Mais aujourd'hui, il faut souligner l'effort mené par la CEDEAO. Ils ont appelé, il y a eu un dialogue, il faut le comprendre. Il faut comprendre ici qu'il y a eu un dialogue au fond. Et aujourd'hui, Yaya Jammeh sort, entre guillemets, par la grande porte. La Gambie gagne
le pari de la paix. Et revenons en Afrique centrale, parce que nous étions en Afrique de l'Ouest, revenons en Afrique centrale, je souligne encore un point très important ici, nous devons apprendre, nous le peuple, de faire preuve d'une maturité politique. Et la maturité politique, c'est de mettre derrière nous l'esprit revanchard. En Afrique, malheureusement, c'est quand on dit, je prends un exemple, en RDC, Mobutu dégage, Kabila le libérateur. Après, qu'est-ce qu'on dirait? Kabila dégage X ou Y le libérateur. Et toutefois, quand on veut prôner un changement, on s'arme des idées de chasse aux sorcières. C'est là où j'appelle à la démocratie à l'africaine. C'est là où j'appelle à la culture de la paix. Pour sauver les meubles, pour sauver la paix, pour sauver la cohésion sociale et le progrès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire preuve de bon sens. C'est ça la culture africaine. Voilà, donc c'est pour citer ici, on pourrait même dire, le président Macky Sall l'a souligné ici, sur le modèle Mandela, le modèle basé sur le pardon. Et le docteur Michel Innocent-Péa, dans son ouvrage, le second, Entre le bon sens et l'alternance absolue, développe une politique ici, où il appelle aujourd'hui les dirigeants politiques à faire preuve, entre guillemets, de pardon. Je prends le cas ici de la République démocratique du Congo, vous me permettez, qu'il fallait bien entendu que ce peuple, qui est notre peuple voisin et frère, devait faire preuve de bon sens. Et chez nous, en République du Congo, ici, c'est pratiquement, je dirais, un peu la même situation. Donc les peuples de l'Afrique centrale doivent faire preuve de bon sens. Et pour revenir sur la Libye, si vous me permettez bien, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, qui s'est tenu récemment ici à Brazzaville, en République du Congo, le sommet sur la crise libyenne. Et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été, je dirais, placé comme haut commissaire à la résolution de à la résolution de ce conflit-là. Aujourd'hui, les Libyens ont compris, les dirigeants libyens ont compris, les acteurs politiques libyens ont compris qu'il faut repartir au dialogue. On appelle les fractions rivales à s'asseoir, à discuter pour trouver ici un compromis. Mais c'est quoi s'asseoir? C'est quoi discuter? Mais c'est ça les vertus, c'est ça les bases même de la démocratie à l'africaine. Votre association est créée depuis 2013. Quelles sont vos perspectives? Les Congolais, à un moment, ont essayé un peu de se diviser, juste après cette élection. On doit se le dire. Aujourd'hui, le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens est en train de lancer un programme de réunifier ce peuple-là. C'est vrai qu'il n'est pas si divisé que ça, mais réunifier le peuple, engager une perspective de développement, engager des projets avec les jeunes et promouvoir aussi l'existence et l'importance des pouvoirs traditionnels. Monsieur Ugain Kaya Mikala, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne. Merci, au revoir.